nous déplacer ou pour produire des richesses? Eh bien, on en débat ce soir avec Jean-Marc Jancovici. Vous êtes ingénieur, polytechnicien, vous dirigez Carbone 4, une société de conseil en transition énergétique. Vous présidez également un think tank qui propose des idées pour nous libérer de notre dépendance aux énergies fossiles comme le pétrole, le charbon ou le gaz. Dans votre dernier livre, Dormez tranquille jusqu'en 2100, vous nous alertez sur notre méconnaissance des problèmes énergétiques qui sont pourtant le nerf de l'économie et de l'écologie. Geneviève Ferron-Creuset, vous êtes l'une des pionnières de la notation sociale et environnementale des entreprises. Aujourd'hui, vous présidez un cabinet de conseil sur les questions de transition écologique. Vous venez de publier Le crépuscule fossile. Les énergies fossiles ont régné sans partage pendant plus d'un siècle, dites-vous, mais la crise climatique et énergétique nous oblige aujourd'hui à imaginer une autre civilisation, une civilisation post-fossile. Francis Dusseux, vous avez fait toute votre carrière professionnelle dans la société pétrolière américaine ExxonMobil, ça a duré 40 ans, jusqu'à devenir en 2006 le PDG d'Esso pour la France. Depuis le 1er janvier 2015, vous présidez l'Union française des industries pétrolières, l'UFIP, l'organisation professionnelle qui regroupe les sociétés pétrolières de notre pays. Philippe Biwix, vous êtes ingénieur, spécialiste des ressources non renouvelables. Vous êtes l'auteur de Quel futur pour les métaux et plus récemment de l'âge des low-tech, les basses technologies, les seules qui soient soutenables à votre avis. Non seulement il va falloir accepter d'avoir des produits un peu moins performants, un peu moins légers, un peu moins esthétiques, mais les héros de demain, d'après vous, ce seront les paysans, les chiffonniers, les cordonniers, les mécaniciens, les menuisiers, les réparateurs d'électroménager ou d'informatique. Voilà les métiers d'avenir. Alix Mazouni, vous êtes responsable des politiques internationales du réseau Action Climat qui rassemble 16 associations environnementales françaises luttant contre les changements climatiques. La COP21 est votre 8e conférence internationale sur le climat. Vous y défendez le recours massif aux énergies renouvelables, mais pas le nucléaire. Pascal Canfin, ancien ministre du Développement du gouvernement de Jean-Marc Ayrault, ancien député européen Europe Écologie Les Verts. Vous êtes conseiller climat du World Resources Institute. C'est l'un des think tanks les plus influents du monde sur les questions environnementales. Et vous venez d'être nommé directeur général de l'organisation écologiste WWF, le World Wide Fund pour la France. Vous prendrez vos fonctions début janvier. Et puis vous venez de publier, enfin il y a quelques mois déjà, mais c'est un gros succès de librairie, Climat, 30 questions pour comprendre la conférence de Paris. Alors la conférence de Paris, elle se tient en ce moment même et au cœur des négociations, évidemment, il y a en filigrane, je dis bien en filigrane, la question de l'énergie. Nous y sommes, au pied du mur, selon certains. Les 150 chefs d'État et de gouvernement seront-ils à la hauteur des espoirs placés en eux? C'est la photo de famille de cette COP21 hors norme. Tellement de chefs de délégation que sur la photo tout entière, on peine à les distinguer. Nous sommes au bord d'un suicide. Je crois que presque tous les dirigeants qui participent à la COP21 à Paris sont conscients de cette situation. Pour rester sous la barre des 2 degrés de réchauffement, il faudra réduire de 70% les émissions mondiales de gaz à effet de serre d'ici 2050. Je vous le dis franchement, les bons sentiments, les déclarations d'intention ne suffiront pas. Nous sommes au bord d'un point de rupture. Pollution de l'air, des fleuves, sécheresse, catastrophes en tout genre. Pour éviter que ces images se multiplient, les acteurs de la COP21 s'engagent, plus ou moins. Les États-Unis reconnaissent leur rôle dans la création du réchauffement climatique et nous assumons notre responsabilité pour régler ce problème. Si nous continuons sur le chemin tracé par le capitalisme mondial, l'humanité est condamnée à disparaître. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est tout à fait possible de combiner croissance économique et protection de la nature. Victor Hugo a dit « C'est face à des difficultés extrêmes qu'il faut trouver des solutions extrêmes. » Nous avons besoin d'aller vers des sources d'énergie qui sont encore moins chères que l'énergie au carbone que nous utilisons aujourd'hui. Nous devons avoir une énergie propre et fiable. Et je pense que nous regarderons notre journée d'aujourd'hui comme une étape importante dans cette mission.
Alors, est-ce qu'on est bien d'accord d'abord pour dire que dans la lutte contre le réchauffement climatique, la question centrale, c'est la question de l'énergie que nous utilisons, Pascal Canfin? Il y a deux sujets majeurs. Il y a la question géopolitique. Parce qu'un des sujets majeurs de Paris, c'est quelle relation, quelle place pour les pays émergents qui aujourd'hui sont exclus de toute obligation et qui vont en prendre à Paris, mais lesquels? Les mêmes que les nôtres ou d'autres? Voilà. Et ces obligations, elles concernent notamment l'énergie. Exactement. Et le deuxième sujet, c'est évidemment l'énergie, qui est responsable des 2 tiers à peu près des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Donc on est d'accord, c'est l'énergie, tout le monde est d'accord sur cette question? Pascal Canfin l'a dit, c'est les 2 tiers du problème. Donc c'est pas tout le problème, mais enfin on peut difficilement résoudre le problème sans ça. Voilà, l'énergie, Francis Dusseux. Bien sûr, je reconnais que le pétrole et le gaz est une partie du problème, mais on ne peut pas se passer de ces énergies pendant les 50 ans qui viennent. Je crois qu'il y a la COP21 une prise de conscience du grand public, de tous les industriels. Donc je crois qu'il n'y a plus de climato-sceptiques chez les pétroliers. Mais ceci dit, il faut tenir compte des réalités. La demande des gens, c'est sécurité d'approvisionnement et disposer d'une énergie la moins chère possible. Je crois qu'une dame le disait dans votre introduction, le challenge, c'est trouver des énergies renouvelables qui ne soient pas chères en base. Et les besoins, c'est quoi? Le problème principal pour moi, c'est la démographie. On a 7 milliards d'habitants. En 2050, on sera à 9,5, peut-être à 11 milliards en 2100. Les gens auront besoin d'électricité, c'est la première demande. Ensuite, de voitures. Donc, on a des problèmes immenses devant nous, devant la taille des besoins en énergie de cette planète. Alix Mazouni. C'est sûr que pour nous, l'enjeu principal de la COP21, c'est bien d'enclencher, d'accompagner et d'accélérer la transition énergétique mondiale dont on a besoin. D'ailleurs, finalement, un des enjeux de la COP21, c'est aussi comment on va faire pour accompagner en solidarité en fait, la transition énergétique des pays les plus pauvres, parce qu'elle doit s'appliquer à tout le monde. L'idée, c'est pas d'aller construire des centrales à charbon en Afrique et nous de développer les renouvelables. C'est que tout le monde développe la même transition énergétique et pour nous, c'est clair que l'avenir, il est dans les énergies renouvelables. D'ailleurs, c'est pas l'avenir, c'est déjà une réalité aujourd'hui. Elles sont en train de se développer massivement. On n'a jamais eu autant d'investissements, plus que dans toutes les autres. La capacité installée aujourd'hui électrique, elle est principalement renouvelable chaque année. Donc il y a énormément de progrès de ce côté-là. Aujourd'hui, d'ailleurs, vous ne l'avez pas fait passer, mais il y a 600 maires qui représentent, je crois, plus de 600 millions d'habitants dans le monde qui viennent de s'engager en disant, nous, d'ici à 2050, on sera 100% renouvelable. C'est un message extrêmement fort. C'est 600 millions d'habitants dans le monde, leurs élus locaux qui sont en train de nous dire qu'eux, ils vont tout mettre en œuvre. Donc si ces personnes-là s'engagent, c'est pas juste pour faire, voilà, c'est pas par miracle, c'est parce qu'effectivement, le potentiel est là. On est en train de le développer et que maintenant, la dernière chose à faire, je pense, c'est d'arrêter de subventionner les énergies fossiles, parce que ça, c'est le vrai frein. Le pétrole, le gaz, le charbon. Exactement, les trois gros problèmes, il faut arrêter de les subventionner, parce que tant qu'on les subventionne, effectivement, on freine cette transition énergétique. Philippe Biwix. Alors on va parler d'énergie, mais effectivement, il ne faut pas oublier le dernier tiers, parce qu'il y a quand même toute la question des pratiques agricoles, notamment la quantité de viande qu'on mange, avec le méthane, et puis la déforestation, changement d'usage des sols. Les sols, c'est un endroit où on stocke massivement du carbone aujourd'hui, donc il y a quand même aussi ces deux sujets-là. Sur l'énergie, je partage un certain nombre de choses qui ont été dites, simplement... alors il y a des engagements effectivement sur du 100% renouvelable en 2050 d'un certain nombre de pays, etc. Alors il faut juste avoir en tête qu'on pourra faire 100% de renouvelable peut-être pour les îles Tuvalu, peut-être pour un certain nombre de groupes de pays, mais sûrement pas pour l'ensemble de la planète, et encore moins s'il faut assurer de la croissance démographique et de la croissance de consommation derrière. Simplement parce que déjà notre niveau actuel en valeur absolue n'est pas soutenable. Il n'est pas soutenable, cette gabegie énergétique et de matières premières. Pourquoi? Parce que, oui, on a 6000 fois, je crois, la quantité de soleil qui nous tombe dessus par rapport à nos modestes besoins de l'humanité à date. Simplement, il faut des quantités importantes de ressources métalliques pour capter, convertir, stocker, transporter ces énergies. Et tout ça, ça va être très compliqué à mettre en œuvre. On en parlera tout à l'heure, on se demandera s'il y aura assez d'énergie pour tout le monde. Geneviève Ferron-Creuset. Alors, moi, je dézoome un petit peu et puis je voudrais juste mentionner qu'on a juste un sujet de civilisation. Parce que cette civilisation dans laquelle on est tous embarqués, alors on est tous embarqués, c'est-à-dire 7 milliards, un peu plus de 7 milliards de personnes. Donc, quand je dis tous, c'est vraiment tous. Et on est tous embarqués sur une civilisation qui s'est bâtie sur le primat des énergies fossiles. Et donc, avec des conséquences géopolitiques, économiques, politiques considérables. Donc aujourd'hui, on parle de la question de l'énergie, mais c'est vrai que changer d'énergie, ça voudra peut-être aussi dire embarquer dans une autre civilisation. Alors, elle sera post-fossile, je ne sais pas trop quels sont les mots et qu'est-ce que nous projetons dans ce post-fossile. Pour certains, ça peut être quelque chose qui, comme on ne va peut-être pas y arriver ou que la transition va être longue, douloureuse, peut-être source d'inégalités,
Vers quoi allons-nous? Ou alors est-ce que cette transition, si on écoute les chefs d'État qui sont tous la main sur le cœur, c'est pas la première fois qu'ils sont la main sur le cœur, hein, on les a déjà vus sur la photo la main sur le cœur. Mais enfin, en tous les cas, là, je pense qu'ils ont peut-être senti qu'ils étaient aussi poussés par leur société civile, par leurs habitants. Ils sont aussi poussés par les entreprises et les banques qui réclament des nouvelles règles du jeu. Donc est-ce qu'on va embarquer dans un nouveau récit? Et ce sera peut-être une civilisation plus pacifique, plus démocratique, avec des fondamentaux plus égalitaires. Donc on voit qu'on est à l'articulation, voilà, il y a une intersection, il y a deux récits possibles. Et bien sûr, les énergies sont une partie structurante de ce récit. Alors justement, vous l'avez dit, hein, on ne consomme pas tous autant d'énergie et on n'envoie pas tous autant de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Évidemment, je propose un petit panorama de nos émissions de gaz carbonique. Vous allez voir, selon les continents, ce n'est pas tout à fait la même chose. Sur notre planète, nous n'émettons pas tous la même quantité de gaz carbonique. Un Américain en rejette 16 tonnes par an, un Chinois 7,2, un Européen 6,8 et un Africain une petite tonne seulement. Si l'Américain pollue le plus, c'est parce qu'il est riche. L'an dernier, il a pu dépenser 51 502 €. Il achète des produits dont le transport et le stockage émettent du CO2. Et surtout, il consomme beaucoup de pétrole pour faire rouler automobiles et camions, ce qui représente 40% de ses émissions. Si le Chinois est le deuxième pollueur de notre liste, ce n'est pas parce qu'il est riche, mais parce qu'il fait tourner des usines qui produisent pour le monde entier. Des quantités colossales de charbon sont englouties en énergie, ce qui représente 72% de ses émissions de CO2. L'Européen, lui, émet peu de carbone. D'abord parce qu'une part importante de son industrie a été délocalisée en Asie. Ensuite, parce qu'il utilise l'énergie nucléaire et des énergies renouvelables qui ne rejettent pas de CO2. Elle compte pour 25% dans sa consommation d'énergie totale. La France, elle, est carrément championne, avec 41% de son énergie qui vient du nucléaire. Celui qui pollue le moins, c'est finalement l'Africain. En 2013, il n'avait que 942 € à dépenser dans l'année. Il consomme donc très peu d'énergie et n'émet quasiment aucun gaz carbonique. Alors si on veut réduire de 70% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, hein, c'est le projet a priori pour tenir en dessous des 2 degrés d'augmentation à la fin du siècle, ce dont tout le monde rêve évidemment, forcément il va falloir changer tout ça. Alors le charbon par exemple, vous vous rappelez dans votre livre, je crois qu'il y a encore 20 000 centrales à charbon dans le monde. Il y a des pays comme l'Afrique du Sud, 90% de leurs ressources, de leur consommation d'énergie c'est le charbon. Je crois que c'est la même chose à peu près en Inde. Qu'est-ce qu'on va faire? Du jour au lendemain, on leur dit, d'ici, on va dire 2030, on va leur dire il faut fermer tout ça et on le remplace par quoi? D'abord, c'est une bonne nouvelle qu'on parle du charbon, parce que le charbon a été très peu présent dans les débats sur le changement climatique en France, parce que les caméras de télévision n'ont pas de centrale à charbon à montrer en France, il n'y en a pas beaucoup. Il faut savoir que le charbon, c'est 40% de l'électricité mondiale, quand le nucléaire, c'est 13%, et l'hydroélectricité, à peu près la même chose. Les seules centrales à charbon dans le monde font 20% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Pour donner une image en face, les voitures mondiales, c'est 5%. Les camions mondiaux, c'est 5%, enfin un peu moins même. Donc les centrales à charbon sont un vrai sujet. Et toujours pour finir là-dessus, centrales électriques, hein, charbon. Il y a 30 fois plus de centrales à charbon dans le monde que nous avons de réacteurs nucléaires en France. 30 fois plus. Et si on veut être sérieux sur les 2 degrés, il faut que toutes ces centrales à charbon disparaissent dans les 30 ans qui viennent. Alors le charbon est une énergie domestique. C'est une énergie qui voyage peu. Un gros 10% du charbon dans le monde franchit une frontière entre le pays qui l'extrait et le pays qui le consomme. Et 90% du charbon dans le monde est détenu par 8 pays seulement. Ça veut dire quelque chose de très simple, cette affaire. Ça veut dire que le problème est dans les mains des États qui consomment le charbon et pas dans les mains des autres. Ça veut dire que pour qu'on leur demande d'arrêter de consommer du charbon, il va falloir les payer. Parce que si vous êtes à la place de quelqu'un qui a du charbon et qu'on vous demande de préserver un bien mondial contre l'abandon d'un truc qui est chez vous, il faut payer. Même les Américains, parce que les Américains font partie de ces pays. Oui, mais les premiers détenteurs de centrales à charbon dans le monde, maintenant, c'est les Chinois. Ouais. Alors les Américains peuvent très bien payer pour eux-mêmes. Du reste, ils sont en train de le faire à cause de quelque chose de tout à fait inattendu. C'est que chez eux, le gaz est en train de chasser le charbon dans la production électrique, tout simplement parce qu'ils ont eu récemment des grandes quantités de gaz à bas prix. Ils ont eu de la surproduction de gaz, en gros. Et donc, le prix du gaz s'est effondré. Et aujourd'hui, la meilleure manière de produire de l'électricité pas chère aux États-Unis,
c'est le gaz. C'est pour ça que c'est une des explications, pas la seule, mais à la baisse des émissions américaines. Donc ça ne doit rien à un prix de vertu et tout au fait qu'ils ont fait des trous et qu'ils ont sorti du gaz. Donc les Chinois, les Indiens aussi, le charbon, l'Afrique du Sud, l'Allemagne. Et c'est deux pays très différents, parce que la Chine est un pays dirigé, l'Inde un peu moins. L'Inde est une démocratie, on connaît un peu la démocratie, on en a une chez nous, donc on voit un peu à quoi ça ressemble. La Chine n'est pas une démocratie, ça a des avantages et des inconvénients. Mais du coup, l'équation ne se présente pas de la même manière. Et je voudrais aussi, comme Geneviève tout à l'heure, tempérer un peu l'optimisme. Moi, j'adore quand on prend des engagements qui vont dans le sens de ce dont j'ai envie, parce que bon, c'est quand même plutôt sympa, on a vraiment envie d'y croire. Mais enfin, quiconque a entendu des promesses électorales égrenées se dit que quand on en fait une, au surplus pas chez soi, collective, dans ce genre d'enceinte, il faut être un tout petit peu prudent sur la signification réelle de cet engagement. À qui vous faites allusion en particulier ? À ce qui se passe au COP. Oui. Au 195. Un exercice cruel, un peu cruel, auquel je me suis livré, du reste que je détaille dans mon livre, c'est que j'ai regardé les pays qui avaient ratifié Kyoto et ceux qui ne l'avaient pas ratifié, et j'ai regardé si l'évolution sur le contenu en CO2 de l'économie était différente. Et la réponse très cruelle, c'est qu'il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que les choses se sont passées de la même manière, selon que les États aient ratifié ou pas Kyoto, il y a 15 ans. Ce qui veut dire, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que ce qui se passe à la COP, si ça se passe mal, c'est peut-être pas très grave, parce que c'est pas là que ça se passe. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des déterminants de l'action qui sont ailleurs et qui, aujourd'hui, sont en train de se mettre en place et d'une manière qui, à mon avis, n'est pas réversible. Alors restons sur le charbon un instant. Comment on remplace ces quantités phénoménales de charbon aujourd'hui qui sont consommées dans le monde et qui émettent du gaz à effet de serre ? La bonne nouvelle, c'est que cette révolution, la transformation du charbon par les renouvelables est en train d'arriver. C'est-à-dire que pour la première fois dans toute l'histoire, en 2013, donc c'était il y a 2 ans, c'est tout nouveau, donc tout le monde ne le sait pas encore et ce n'est pas perçu. Pour la première fois dans toute l'histoire, les renouvelables font plus de la moitié des nouvelles capacités qui sont installées dans le monde pour produire de l'électricité. Donc ça veut dire que cette transformation, ce point de bascule, il a eu lieu en 2013. Les renouvelables, 2014, il y a l'éolien, les renouvelables, le panier de renouvelables dans sa diversité. Est-ce que vous comptez le nucléaire dans le renouvelable ? Non, pas le nucléaire dans le renouvelable, c'est le renouvelable, pas le nucléaire. D'accord. Et donc les déchets sont durables, ils sont l'inverse du renouvelable. Et donc maintenant c'est 58% en 2014. Donc vous voyez, on franchit, je ne sais pas combien ce sera en 2015, peut-être 65%, et on voit bien que pour les nouvelles capacités qui sont installées, on tend vers un avenir qui soit à 80-90% renouvelable, tout simplement parce que, contrairement peut-être à ce que Jean-Marc Jancovici vient de dire, il n'y a pas d'enjeu de compétitivité. Le coût aujourd'hui, il est de plus en plus faible pour les renouvelables et il est quasiment moins cher maintenant que le charbon. Je vais vous donner un exemple, vous parliez de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, c'est l'ANC qui dirige l'Afrique du Sud. L'ANC, c'est lié aux syndicats. Parmi les syndicats, il y a des très gros syndicats charbonniers. Donc l'ANC, c'est le parti de Nelson Mandela. C'est impossible politiquement pour le parti de Nelson Mandela de dire j'arrête le charbon. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils disent écoutez, moi je fais des enchères et que le meilleur gagne. Eh bien, la quasi-totalité des enchères qui ont été faites en Afrique du Sud récemment, qui a gagné ? Ce n'est pas le charbon. Ce sont les renouvelables parce que c'est en train de devenir les moins chers. Et je vais vous donner une autre source qui est Deutsche Bank, qui n'est pas vraiment une officine écologiste décroissante radicale. Deutsche Bank, une des plus grandes banques du monde, qui dit d'ores et déjà aujourd'hui, dans plus de la moitié des marchés du monde, les renouvelables sont moins chers que le fossile équivalent et notamment que le charbon pour produire de l'électricité. Donc cette révolution, elle est en train d'arriver. C'est pour ça que je ne crois pas du tout qu'on ait dans les 50 prochaines années encore besoin du fossile, tout simplement parce qu'on est en train de faire de la transition. Tout l'enjeu, c'est d'accélérer. C'est pour ça qu'on a besoin d'un accord à la COP21. On reste sur le charbon. Si vous le permettez, il faut quand même redonner les ordres de grandeur. De quoi on parle en ce moment ? 87% des besoins d'énergie sont satisfaits par les fossiles. 33% pétrole, 25% gaz, 30% charbon. Le reste, 10% de renouvelables, y compris le bio. Le renouvelable lui-même, c'est 4-5%. Et puis le nucléaire. On ne va pas changer 87% de notre énergie comme ça du jour au lendemain avec des renouvelables. Je vais vous donner un petit exemple. Une station-service, là, à Courbevoie, 3500 milliers de mètres cubes par an. C'est l'équivalent de 3 terrains de football de cellules photovoltaïques. Donc de solaire. De solaire. Et si vous voulez, les enjeux sont tels, et puis c'est intermittent, le soleil. Tant qu'on ne saura pas stocker l'électricité, on aura des problèmes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller vers les renouvelables. Il faut absolument le faire. Il faut jouer l'efficacité énergétique. C'est-à-dire qu'il faut consommer moins et mieux.
Sur ce qui concerne le pétrole, brûler du pétrole, c'est fini, c'est dépassé. Par contre, il y a toute la problématique de mobilité. Et puis, il y a la problématique de génération d'électricité. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 1,5 milliard d'habitants sur cette planète qui n'a pas accès à l'électricité. Et on a dit tout à l'heure qu'il y en a 2 autres, ou 2,5 autres qui vont arriver. Le premier besoin de la planète, c'est satisfaire les besoins d'électricité. Qu'est-ce que vous avez comme solution? Nucléaire, ça restera fait pour tout ce qu'on connaît. Charbon, monsieur, on a parlé, c'est le plus mauvais, c'est le plus polluant. Ce n'est pas la voie à entreprendre. La voie la plus réaliste, c'est le gaz. Parce que, et moi ce que je crois, et l'Agence internationale de l'énergie et tous les experts vous disent qu'on baissera la consommation de pétrole, mais modestement. Il faut absolument, collectivement, trouver le moyen de baisser la consommation de charbon, mais la consommation de gaz, elle augmentera. Philippe Bewix. Je vais essayer de mettre tout le monde d'accord. Pascal, c'est très enthousiaste. Alors finalement, comme c'est déjà en train de se passer et que Deutsche Bank est d'accord, en fait, il y a juste à attendre. Non, il faut accélérer. Il faut un accord pour accélérer parce qu'on ne va pas assez vite. Voilà. Alors pourquoi ça ne marche pas tout à fait? Il y a quand même. Alors déjà, les renouvelables, malheureusement, c'est pas toujours très joli et très vert. Hein. Je veux dire, dans les renouvelables, il y a aussi le barrage des Trois Gorges en Chine. Il y a Belo Horizonte au Brésil. Enfin, c'est du massif hydraulique. Et puis, ça abîme un peu les forêts, tout ça. Ça fait des choses aussi. Donc, c'est pas parfait. Ensuite, l'autre aspect, c'est que le problème, c'est que les installations, on parle bien de nouvelles installations, et en fait, c'est un accompagnement de la croissance. Et donc, effectivement, on est en train d'installer de plus en plus de renouvelables, mais qui s'ajoutent à ce qui a déjà été installé. Dans les grandes années de l'industrialisation et de l'urbanisation de la Chine, on va dire, la décennie 2000 à 2010, la Chine installait une centrale à charbon par semaine. C'est-à-dire qu'en gros, elle installait l'équivalent du parc nucléaire français tous les ans. D'accord ? Et c'est règle d'amortissement comptable 70 prochaines années, et elles ne sont pas prévues pour capter du CO2, faire je ne sais pas quoi. Donc voilà, elles risquent de cracher pendant... C'est celle-là qu'il faut remplacer. Qu'il faut remplacer, et que ce sera nous qui paierons. Donc il y a 2 problèmes qu'on confond souvent, si je peux. C'est remplacer ce qui existe et rajouter des trucs qui vont bien. Rajouter des trucs qui vont bien, c'est beaucoup plus facile que de remplacer ce qui existe. Philippe Bewix. Moi, je pense qu'on n'est pas capable, effectivement, pour moi, il y a des écologistes de l'offre et des écologistes de la demande. Voilà. Alors, on est un peu tous ce soir, quelque part, des écologistes de l'offre, c'est-à-dire on dit, mais moi, je veux effectivement des choses qui sont décarbonées, idéalement pour les plus dénucléarisées, tant qu'à faire, donc pas de carbone, pas de nucléaire. Mais par contre, je ne veux rien changer à mon mode de vie, à ma mobilité, à l'électricité, voilà. Et donc, malheureusement, pour faire ça, ça va être très très compliqué. D'ailleurs, je n'ai pas la solution. Et je pense surtout si les autres veulent aussi. Surtout si les autres veulent aussi accéder, oui. Et qu'on va avoir du mal à se placer en donneur de leçons. Et d'ailleurs, c'est bien tout le problème des négociations entre les pays du Nord et les pays du Sud, c'est que tant qu'on n'a pas trouvé un autre modèle, nous, pour sortir de l'hypermobilité, etc., je ne vois pas pourquoi les Indiens ne diraient pas, moi j'ai envie de faire pareil également. Voilà. Donc après, il y a les écologistes. Il faut, à mon avis, passer sur un autre cap, c'est-à-dire le cap de la sobriété, c'est l'écologiste de la demande. Et justement, l'écologiste de la demande, ils se demandent pourquoi, au même moment où on fait des grands programmes d'éolien offshore, par exemple en France, là, donc qui sont subventionnés, en même temps, on égrène les rues de panneaux publicitaires, on laisse tout allumer, on a des écrans plats dans les boulangeries. Voilà. C'est ça, cette question-là. Pourquoi opposer les deux ? Il faut faire les deux. J'oppose les deux parce qu'il faudrait commencer par essayer de faire de la sobriété, débrancher les choses. Et oui, faire les deux. Malheureusement, on n'en fait qu'un des deux. Ça, vous dites qu'il faut impérativement réduire notre consommation d'énergie, quoi qu'il arrive. De toute façon, on doit la réduire. Mais ça arrive, hein. C'est en place. Hein. La consommation change. Mais Geneviève Ferron, José. Si je peux me permettre, on est quand même dans un système économique extrêmement paresseux. On va dire paresseux au sens où, bien sûr, il y a beaucoup de progrès, il y a beaucoup de technologies qui sont embarquées dans notre modèle, mais si je reviens par exemple au pétrole, le pétrole, il y a eu un âge d'or où il suffisait de creuser la terre, et il jaillissait, et il n'y a pas de technologie embarquée pour faire jaillir du pétrole. Donc ce modèle-là, il est paresseux au sens où je prélève, je transforme, je jette. Et puis maintenant, on se dit que ça a des conséquences aussi bien en amont et en aval de la chaîne de valeur. Mais une chose qui est sûre, c'est que là, dans la transition écologique, énergétique qui est devant nous, il va falloir aussi investir massivement parce qu'on a des verrous technologiques à faire sauter pour que ça aille plus vite. Et ces verrous technologiques, par exemple, je pense dans la pile à combustible pour l'hydrogène, on a 98% du parc automobile qui est complètement, pour l'instant, avec le bon vieux moteur thermique, avec un rendement qui n'est pas extraordinaire. Donc on a des verrous sur le stockage de l'électricité. Il faut savoir stocker l'électricité. Bon, je ne parle même pas de la fusion nucléaire, parce que ça nous renvoie à quelque chose qui est de l'ordre de la guerre des étoiles. Mais c'est pour dire qu'il faut maintenant impérativement
faire transiter un financement qui a été largement sur les énergies fossiles, qui en ont bien profité, vers des énergies défossilisées. Le seul souci, c'est que, et Pascal l'a mentionné, on a encore un petit problème de réglage dans les investissements. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les énergies renouvelables aujourd'hui, sans subvention, arrivent à être plus compétitives que les énergies fossiles et l'énergie nucléaire. C'est ce qu'on Donc l'air de dire. C'est un coût décroissant. C'est un souci. Je vous propose de regarder juste, et vous interviendrez, ce qu'on dit. Voilà, alors effectivement, les énergies fossiles remplacées ou pas par les énergies renouvelables vues à la télévision. Regarde. Des éoliennes de plus en plus nombreuses. Des kilomètres carrés de nouveaux panneaux solaires. Aujourd'hui, les énergies renouvelables décollent. Les investissements mondiaux dans les énergies renouvelables et les technologies vertes continuent d'augmenter. Plus 16% en 2014, soit 300 milliards d'euros. Ce chiffre devrait doubler d'ici 2020. Mais il est encore insignifiant comparé aux 4 700 milliards d'euros dépensés chaque année par les États pour continuer de soutenir les énergies fossiles. Les énergies fossiles, nous les utilisons pour faire rouler nos voitures, chauffer ou éclairer nos maisons. Ces dérivés nous servent à fabriquer le plastique de nos brosses à dents et les coques de nos téléphones. Elles fournissent plus de 80% de l'énergie que nous consommons, grâce au pétrole 31%, au charbon 29%, au gaz naturel 21%. Le renoncement aux énergies fossiles priverait les compagnies pétrolières de leur principale source de revenus, alors que les réserves ne se tarissent pas. Au contraire, entre 2002 et 2012, les réserves de gaz ont même augmenté de 21%. En fait, les nouvelles techniques de forage permettent aujourd'hui d'exploiter les hydrocarbures à grande profondeur, au large du Brésil par exemple, ou dans les schistes du sous-sol américain. Leur exploitation sera plus coûteuse. Dans le même temps, l'éolien et le solaire deviendront plus rentables. Alors ces énergies renouvelables deviendront-elles aussi compétitives que le nucléaire, qui représente les 3/4 de l'électricité produite en France? L'idée fait désormais l'objet d'un rapport de l'Agence de l'énergie. Et ses conclusions sont surprenantes. En 2050, produire de l'énergie 100% renouvelable ne coûterait que 50,4 milliards d'euros par an, à peine plus cher que le nucléaire. Énergie renouvelable ou nucléaire, la question relève surtout d'un choix politique qui, pour l'heure, est loin d'être tranché. C'est juste un choix politique de choisir entre les énergies renouvelables et les énergies nucléaires? Si c'était le cas, alors d'abord, je rappelle que le nucléaire ne fait pas de CO2, donc choisir entre les renouvelables et le nucléaire, c'est un débat de deuxième rang si on s'occupe du changement climatique. Si on s'occupe du changement climatique, le nucléaire, c'est bon. On choisit entre fossiles et pas fossiles, c'est ça le débat de premier rang. La France a du reste une sensibilité particulière sur le nucléaire qu'on ne retrouve pas nécessairement dans tous les autres pays du monde. La deuxième... Cette sensibilité particulière, c'est qu'on en a beaucoup et qu'en même temps, on n'aime pas ça. Oui, on a un peu le nucléaire honteux, on en fait, mais enfin, si ça ne pouvait pas trop se savoir... sur la question... Alors, le rapport ADEME, pardonnez-moi de le dire, c'est du grand n'importe quoi. Ils ont utilisé une méthode qui n'était pas valide pour un résultat, à mon avis, écrit d'avance. Mais bon, comme le journaliste n'a pas les moyens d'aller regarder dans le détail ce qu'ils ont fait, il prend la conclusion en se disant « bon, c'est l'État qui me le raconte, ça doit être vrai ». Malheureusement, la réalité est plus complexe que ça. Quand on regarde la question pour laquelle c'est difficile, vous allez le comprendre tout de suite. Quand on regarde l'histoire, ce qui s'est passé dans l'histoire, c'est que historiquement, on a démarré la civilisation humaine avec des énergies renouvelables. Nos ancêtres utilisaient du bois, parfaitement renouvelable. On fait avancer les premiers bateaux avec du vent, parfaitement renouvelable. On fait tourner les premiers moulins avec de l'eau et du vent, parfaitement renouvelable. Et faisait sécher les aliments au soleil, parfaitement renouvelable. Pourquoi est-ce qu'on est passé aux énergies fossiles si les renouvelables, c'est mieux? Il n'y a aucune raison de le faire. En fait, on y est passé parce que c'est la l'âge physique... de pierre bientôt, non? Non, parce que la physique nous dit... Caricature. Non, c'est pas une caricature, c'est ce qui s'est passé historiquement. Et la physique nous dit que tant qu'on n'a pas de problème ni d'exutoire, c'est-à-dire le changement climatique, ni d'accès au stock, c'est-à-dire de pic de production, parce qu'on est déjà en train de le sentir en Europe, eh bien, les énergies fossiles sont imbattables en termes de qualité physique parce qu'elles sont très concentrées, très faciles à utiliser. Donc, du coup, pour ces raisons-là, elles demandent moins de travail pour aller chercher l'énergie dans l'environnement et donc elles sont moins chères. Les cas particuliers dans lesquels les renouvelables arrivent à être moins chers que le fossile sont des cas dans lesquels on ne paye pas tous les coûts, et en particulier l'électricité qu'on appelle non pilotable, donc le vent ou le soleil. Il faut lui adjoindre ce qu'on appelle du service système pour que le RER puisse quand même avancer quand vous avez besoin d'aller au boulot ou que le réfrigérateur tourne quand même quand vous... Alors, vous pouvez décaler un peu,
Mais enfin, s'il n'y a pas de vent pendant une semaine, votre pile de linge sale, elle va commencer à sentir franchement mauvais. Donc à un moment, il faut bien faire quelque chose. Bah oui. Non, là tu es un peu... Non, mais sincèrement, sauf qu'on pouvait... Sauf si on a des pots de bête. Et la télé n'est plus en noir et blanc. Et non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Et donc, non, c'est pas cette caricature. Si on regardait l'avenir et pas le passé, ce serait plus intéressant. Alors, j'ai pas interrompu. Donc, je suis juste en train de dire que la raison pour laquelle, historiquement, ça s'est passé comme ça, et ça s'est passé comme ça dans tous les pays du monde. Ça s'est pas passé comme ça juste en France, parce qu'on est des affreux jojo et qu'on aime bien le fossile et notre voiture. C'est pour des raisons physiques. Il y a vraiment des déterminants physiques à ça. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas faire le chemin inverse. Je dis que de croire qu'on va faire le chemin inverse avec les gens qui vont continuer à augmenter leur pouvoir d'achat, leur consommation, etc., malheureusement, c'est se bercer d'illusions. Donc aujourd'hui, il faut choisir son confort à court terme. Encore une minute, monsieur le bourreau, après on s'en fout. Ou bien on commence à faire des efforts collectifs et on peut les faire plus malins ou moins malins. Hein. Mais on n'est malheureusement plus dans une équation où on peut avoir fromage et dessert. Voilà. Ce n'est pas nécessairement très grave, mais c'est mieux de savoir qu'on est dans ce cas-là. Alix Mazzoni. Je pense qu'on peut avoir le fromage et le dessert. C'est peut-être juste pas le même fromage et pas le même dessert, mais je pense qu'on en revient à l'idée de la sobriété énergétique, qui n'est pas forcément un concept, un fardeau pour l'avenir. Au contraire, ça s'appelle la diminution du pouvoir d'achat en termes économiques. Hein. C'est très intéressant la manière dont la société civile de plus en plus s'élargit et crée un mouvement autour du climat. Parce que quand on regarde sur les territoires ce qui se passe, il y a énormément d'alternatives. Justement, c'est le livre, c'est votre livre, sur l'idée que, effectivement, les gens qui sont les solutions de demain, qui vont créer des emplois, qui vont faire vivre l'économie autrement et pas forcément dans l'augmentation permanente de je ne sais quoi d'ailleurs, parce que je pense qu'on a déjà assez de portables comme ça, assez de télévisions et assez d'écrans, c'est justement des acteurs qui sont locaux, qui ont déjà des recycleries, des ressourceries, qui font une économie autrement et qui est tout aussi agréable et surtout qui crée du lien social, qui crée des emplois. Donc c'est pas, enfin, je pense pas qu'il faille mettre d'avoir l'impression que ce qui vient après va être pire. Au contraire, je pense que c'est le fameux changement de civilisation dont on parle. Et c'est vrai que dans la négociation, le problème, c'est qu'il y a quand on parle de transition énergétique, souvent on la résume effectivement trop à énergie renouvelable ou encore autre chose. Mais en tout cas, c'est pas que les énergies renouvelables, c'est effectivement aussi la réduction de la consommation d'énergie, notamment dans nos pays, parce que clairement, je crois qu'il y a un rapport d'Oxfam qui est sorti cette semaine. 10% des personnes les plus riches dans le monde émettent 50% des gaz à effet de serre. Donc on peut aussi facilement agir sur notre consommation à nous et permettre à d'autres, effectivement, qui vont pas... L'Afrique ne va pas s'arrêter d'émettre des gaz à effet de serre, ils vont forcément augmenter un petit peu. L'enjeu, c'est juste qu'ils n'augmentent pas exponentiellement, mais qu'ils augmentent comme ça. Et donc de leur laisser cette place, cet espace carbone, comme on dit. Et nous, en échange, on progresse à l'inverse. Sachant qu'eux, on consomme de toute façon très peu. Oui, pour l'instant, après, ils ont un scénario de développement qui fait qu'à un moment seront 2 milliards en 2050. Ils sont à un croisement. Et c'est là où, justement, on en vient à la question des financements. Où est-ce qu'on va mettre notre argent ? Alors, Pascal Canfin, qui voulait réagir. Oui, je voulais dire que deux choses. D'abord, si la Chine, puisqu'on a parlé de la Chine et du charbon, si la Chine est en train progressivement de diminuer ses émissions de CO2 liées au charbon. Ça a commencé l'année dernière. Encore une fois, tout ça est nouveau. On ne va pas assez vite. C'est pour ça qu'on est en train de perdre la course de vitesse contre le climat. C'est pour ça qu'il faut un accord, c'est pour ça qu'il faut accélérer. Je ne dis pas que tout va bien, tout est réglé. Évidemment non. Mais il faut quand même donner des signaux d'espoir et c'est de percevoir ce qui est en train de changer et qui est en train de dessiner l'avenir. La Chine a fait pour la première fois ce qu'on appelle le pic charbon l'année dernière, c'est-à-dire que ses émissions baissent liées au charbon. Pourquoi ? Parce que la pollution de l'air dans les villes chinoises est absolument dramatique. Vous savez que respirer une journée à Pékin, c'est fumer 40 cigarettes, avant même d'avoir commencé à fumer pour ceux qui fument. Bon, donc la première cause de mécontentement des classes moyennes chinoises en ville, sont les questions environnementales. Donc les Chinois sont en train de durcir les règles sur le charbon. Du coup, le charbon est plus cher. Et du coup, ça accélère, parce que le charbon étant plus cher, les renouvelables qui sont déjà presque compétitifs passent en dessous et ça s'accélère. Et deuxièmement, le deuxième message que je veux dire, c'est quand même ce qu'on est en train de voir, et notamment en Californie, c'est qu'on est en train de faire la jonction entre la révolution numérique de l'Internet et la révolution de l'économie verte. Et quand on fait les deux, eh bien, on a à ce moment-là un changement profond de modèle. Et quand j'écoute, que ce soit Jean-Marc Jancovici ou que je sois le représentant du lobby pétrolier, j'ai l'impression que, par exemple, c'était inimaginable. Si je vous avais posé la question il y a 30 ans, est-ce qu'un jour vous arriveriez à envoyer un courrier en 1 nanoseconde à l'autre bout de la Terre, vous m'auriez dit, mais jamais de la vie, vous rêvez, vous êtes un utopiste, ça, c'est bien les écolos, ça. Non. Maintenant, on le fait. 30 ans plus tard, c'est une évidence. Et un dernier exemple, pour qu'on puisse prendre conscience qu'en 15-20 ans, on peut radicalement changer. En 1900, tous les prévisionnistes qui regardaient la ville de Paris disaient la plus grande menace sur la ville de Paris, c'est quoi ? C'est le crottin de cheval.
Parce qu'il y avait 80 000 chevaux à Paris. Et puis quand on faisait, comme vous, la courbe, alors on prolonge, jamais on pourra se passer de crottin de cheval, évidemment. Paris croule sous le crottin de cheval. Ça ne s'est pas produit. En 15 ans, il n'y avait plus une diligence, plus un cheval dans Paris, parce qu'on a inventé la voiture. Et donc aujourd'hui, on est face à la même logique, qui est de dire on fait cette révolution industrielle. Et tous ceux qui ont fait l'énergie du XXe siècle, bravo à vous. Mais c'est le passé. Mais j'allais dire. Francis Dussopt et Philippe mais il Biwix, le dit pas, après. il le dit pas. Non, mais je crois qu'il serait quand même malhonnête de ne pas reconnaître les bienfaits apportés à la civilisation par le charbon d'abord, toute la civilisation industrielle, hein, puis maintenant par le pétrole, la mobilité, l'ouverture du monde. Alors maintenant, il faut changer. Mais ceci dit, je crois qu'on oublie les réalités. Je vais encore donner 2-3 chiffres. La consommation en énergie, elle ne va pas rester figée. Entre maintenant et 2030, c'est 15 ans, c'est pas beaucoup. Vous savez de combien elle va augmenter, la consommation d'énergie planète? Plus 25%. Je passe à 2050, combien? Plus 37%. Donc les besoins énergétiques sont énormes. On ne va pas résoudre ça pour l'instant, parce que la technologie, moi je suis d'accord avec monsieur, ça va évoluer, il faut avoir confiance, il faut faire confiance. Mais il ne faut surtout pas opposer les énergies entre elles. C'est une mauvaise bagarre. Deuxièmement, il ne faut pas faire peur aux gens. On ne bâtit pas une civilisation sur la peur. Donc il faut qu'on travaille ensemble, qu'on voit les meilleures solutions. Mais madame parlait de réduction de consommation. Mais bien sûr que ça arrive. Vous vous rappelez tous des voitures, il y a encore 10 ans, qui consommaient 12 litres au 100. C'est quoi aujourd'hui les nouveaux véhicules qui sortent, les véhicules neufs? C'est 4, voire 3 litres au 100. L'objectif, on s'est tous fixé, c'est de... Oublions Volkswagen qui a un mauvais débat, je reconnais. Mais c'est ça l'efficacité énergétique. Dans les usines, on a réduit considérablement, moins 30%. Donc on travaille tous. Et d'ailleurs, ce qui se passe dans les pays développés de l'OCDE, la consommation d'énergie, elle ne va pas augmenter. Mais ceci dit, en Europe, je suis désolé, monsieur, elle va rester constante entre maintenant et 2050. Mais là où elle va augmenter beaucoup, c'est dans les pays émergents, dans les pays en développement. On leur dit à ces gens-là, ne consommez plus. Non, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent des réfrigérateurs, ils veulent des voitures, ils veulent de l'électricité. Comment on produit l'électricité? Dernier chiffre. Vous savez, si on remplaçait ces 50 millions de tonnes de carburant consommés en France par an, vous savez combien de centrales EPR, titre EPR, il faudrait pour remplacer ça par l'électricité? 18 centrales EPR en plus de ce qu'on a. Je ne parle même pas de les réduire. 18 en plus. Si vous remplacez ça, on ne veut pas de nucléaire, on veut des centrales photovoltaïques, il faut 2 fois la surface du Luxembourg. Vous pensez que c'est réaliste? Mais non, moi je ne crois pas du tout. Alors Philippe Biwix, qu'est-ce qu'on... C'est vrai, les questions sont posées, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on fait pour... qu'est-ce qu'on met à la place d'abord et comment on oblige les gens à ne plus consommer d'énergie fossile? Je pense qu'on ne peut pas fonder une civilisation sur le mensonge, on ne peut pas non plus fonder une civilisation sur le mythe. Alors, il y a quand même une énorme différence entre le crottin de cheval parisien de la fin du 19e siècle et l'économie verte numérique californienne. C'est que le crottin de cheval, c'est biodégradable. Or, les 42 millions de tonnes de déchets électroniques qu'on a produits l'année dernière et qui finissent au Ghana, à Gyuyu, en Chine, en Inde, etc., ceux-là qui polluent les nappes phréatiques, etc., c'est l'économie numérique. Donc dire que l'économie numérique, c'est complètement vert. En plus, à un moment où on est en train de développer tous les centres de données, consomment déjà 10% de l'électricité mondiale, et la croissance est hallucinante, et c'est de l'électricité pour la plupart au charbon, à part un ou deux trucs peut-être de Google en Finlande. Bon, voilà. Donc on a quand même un problème. Moi, je suis étonné qu'on se dise aujourd'hui, on voit bien qu'on va dans un mur, soit parce qu'on n'arrivera pas à changer les choses assez vite, soit parce qu'on n'est pas à la bonne échelle. Vous le citiez effectivement tout à l'heure avec les problèmes de surface. On heurte la matérialité du monde et de sa finitude. Donc, moi, je suis étonné qu'on en soit encore là et que la sobriété fasse si peur. Parce qu'on en a tellement sous le pied. Le gâchis est tellement énorme. Juste quelques exemples. On jette en Europe 25 à 30% de la nourriture à la poubelle. 25 à 30%. Donc on a les émeutes de la faim. Un tiers de ce qui est produit. Un tiers de ce qui est produit. Voilà. On reçoit chacun, enfin pas chacun, mais l'ensemble des Français reçoivent 1 million de tonnes de prospectus publicitaires non désirés dans leur boîte aux lettres chaque année. À quoi ça sert d'imprimer et d'utiliser des ressources pour ce truc-là? Moi, chacun, on reçoit 1 million de tonnes. L'ensemble de la population. Je me suis repris. Vous peut-être, mais ça voilà, c'est possible, mais voilà. C'est vous que nous les renvoyez après, j'en sais rien. Bon. On préfère acheter des
des pneus low cost en Asie du Sud-Est, alors qu'on pourrait rechapper les pneus, vous savez, changer la bande de roulement seulement. C'est fait pour les camions, c'est fait pour les avions, il n'y a pas de problème de sécurité. On ne rechappe plus les pneus aujourd'hui, les voitures particulières en Europe ou en France. On pourrait diviser par 3 d'un claquement de doigts sans aucun problème sécuritaire le truc. Ce que vous disiez, ce que je citais de votre livre, il faudrait réparer l'électroménager, réparer l'informatique, oui, mais... et les chiffonniers et les cordonniers deviendront nos héros. Absolument. En gros, c'est ce que vous nous proposez pour qu'on soit cohérent. Alors, mais en attendant, parce que pour faire ça, il faut faire pas mal d'évolutions réglementaires, administratives, fiscales, juridiques, enfin bon, il y a un peu tout ça. En attendant, il y a plein de choses à faire. Sur la voiture, par exemple, on est en train de dire on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. On est en train d'essayer de se battre pour aller vers la voiture à 2 litres au 100. Oui. Moi, je fais demain matin la voiture à 1 litre au 100. Et je n'ai pas besoin de tous les grands programmes d'ingénieurs. Simplement, elle fait moins de 500 kg, elle ne dépasse pas 70 km/h. Alors, c'est vrai que ça met un peu en cause le modèle de la berline allemande de fonction. Bon, c'est ce que vous appelez les basses technologies. Mais alors, effectivement, la basse technologie, c'est qu'en plus, les voitures se sont enrichies en équipement, parce qu'on ne supporte plus de bouger les rétroviseurs, il faut des petits moteurs, il faut plein de câbles, etc. Tout ça, ça va aller dans la grande broyeuse et dans le four électrique à la fin, donc ça va gâcher des ressources, évidemment. Et donc, on pourrait effectivement un peu déséquiper une partie de nos équipements. Alors, je ne commencerai pas par ça, mais pour vous citer, par exemple, ce qu'il y a dans un smartphone, vous savez qu'il y a une station météorologique complète, hygromètre, baromètre, thermomètre, on a un gyroscope à 3 axes, on a un accéléromètre, ça c'est pour jouer à Flight Simulator. Non, mais dans les transports en commun, idéalement, parce qu'il ne faut pas faire ça au volant. On le fera bientôt avec la voiture autonome. Voilà, donc si on laisse tout ça dans nos smartphones, on aura beau essayer de les éco-concevoir, on aura beau essayer de les réparer et les faire durer, c'est un gâchis phénoménal de ressources et d'énergie. Voilà. Donc il faut qu'on se calme d'une manière ou d'une autre. On peut commencer par les gros trucs, sans doute la voiture, le poids de la voiture, la vitesse de la voiture. Qu'est-ce qui nous empêche? Alors c'est liberticide, évidemment, mais vous savez que je n'ai pas le droit de circuler sur l'autoroute avec un char d'assaut. C'est interdit en France. L'État est liberticide. Parce qu'évidemment, la liberté des uns commence là. Pourquoi est-ce que demain matin, enfin pas demain matin, mais au 1er janvier 2018, je ne dis pas la voiture immatriculable en France, en Europe, ça sera 1 tonne, pas une de plus. Et puis l'année d'après, ça sera 980 kilos. Et l'année d'après, 960 kilos. On va aller très vite dans ça. Par la même occasion, vous pouvez aussi limiter le nombre de billets d'avion que chacun aura le droit de prendre. Voilà, alors il faut attaquer par les bons combats. C'est-à-dire que je pense que la voiture a 1 tonne. Ce serait cohérent. Ce serait cohérent. Ou d'avoir effectivement une logique de rationnement, j'en sais rien. Geneviève Ferron. Pour revenir vers vous une seconde, quand je disais qu'on est dans une économie paresseuse, on est effectivement dans ce modèle paresseux, c'est-à-dire ressources infinies, je transforme, production de déchets infinis. Ce qu'on appelle le système linéaire, on le connaît. Passer à une économie circulaire. Est-ce que vous vous rendez compte de la révolution que ça représente de passer à une économie circulaire? Il faut rappeler juste l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est tout simplement cette logique qui est je produis avec des ressources limitées, éco-conçues et si possible renouvelables. Dans tout le cycle de fabrication, j'optimise, je mutualise, j'économise de la ressource. Et puis je produis idéalement 0 déchet, où les déchets que je vais produire, que je vais rejeter, seront recyclables. Mais là, on est dans un rêve d'alchimiste. Et je ne parle même pas des énergies fossiles, parce qu'on fait tout ça avec des matériaux biosourcés, éco-conception. Mais il faut juste comprendre que le modèle économique de l'intégralité des entreprises aujourd'hui, qui proposent des services et des biens à 7 milliards de personnes, qui d'ailleurs n'en demandent pas autant, ça c'est vrai. Donc on a aujourd'hui 7 milliards de personnes qui se lèvent le matin pour aller produire et fabriquer des biens pour les autres milliards de l'humanité qui n'en ont pas toujours besoin sur un modèle d'économie linéaire. Essayez, allez voir n'importe quelle entreprise. Je vous mets au défi de dire comment votre système de production linéaire, comment je peux le rendre circulaire. Alors on n'est plus du tout dans le même modèle économique. On n'est plus dans une logique de volume. On est dans une logique d'économie de la ressource. Et là, on ne réalise plus du tout les mêmes chiffres d'affaires, les mêmes marges, ce n'est pas le même métier. Les chaînes de valeur se modifient. Et je peux vous dire que c'est quelque chose qui trotte dans la tête de tout le monde, mais le mettre en œuvre de façon opérationnelle et embarquer l'intégralité de la population vers ce modèle-là, qui est effectivement pour moi, la seule issue, parce que sinon, si on reste dans ce modèle paresseux qui génère des inégalités et des déchets, on va dans le mur. Mais cette idée de faire mieux avec moins, eh bien, que je considère, moi, comme une formidable frontière. Pour moi, c'est la nouvelle frontière du progrès. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a plus de progrès. Au contraire, je dis, mais attendez, que tous les ingénieurs de la Terre, que tous les scientifiques de la Terre se retroussent les manches. On n'a pas dire qu'il fallait remonter sur les arbres, manger des feuilles. On dit qu'on a un nouveau mythe prométhéen devant nous, qui est de faire mieux avec moins. C'est une formidable histoire. Ça s'appelle peut-être la tempérance par rapport à l'hybris.
Mais ça n'intéresse pas grand monde parce qu'il n'y a pas, je sais pas, il n'y a pas quelque chose qui embarque avec des machines folles, avec une sorte de démesure. Mais alors non seulement il va falloir faire mieux avec moins, mais en plus il va falloir payer pour les autres, d'après ce que vous nous avez dit, puisqu'il y a effectivement les pays émergents et puis les pays en voie de développement qui, a priori, ont beaucoup moins pollué l'atmosphère que nous et qui nous disent évidemment que ce serait bien. Enfin, je crois que François Hollande l'a dit lui-même, on a une dette écologique envers eux, notamment envers les Africains. Regardez. Les dirigeants du G8 achevaient leur sommet à l'Aquila en Italie. Il a beaucoup été question des changements climatiques aujourd'hui. Plusieurs dirigeants de pays émergents comme la Chine, l'Inde ou le Brésil étaient également invités. Ils ont redit leurs difficultés à concilier développement économique et préservation de l'environnement. Je dois dire que je ne crois pas qu'il soit vraiment utile de discuter davantage sur les financements puisque les anciennes promesses sont restées sans lendemain. Si je comptabilise les sommes qui ont été promises, c'est au moins 200 milliards de dollars. Où ils sont. Ce qui est difficile, c'est parce que les grands pollueurs ne veulent pas mettre la main dans la poche pour aider les pays comme les miens à s'engager dans ce processus de réduction des émissions de gaz à effet de serre. La solidarité avec les pays en développement qui subissent des pertes matérielles et humaines doit absolument apparaître dans cet accord. Cet homme, Monsieur Modi, le Premier ministre indien, l'a dit en substance, si les 100 milliards par an ne sont pas réunis pour être versés aux pays les plus pauvres, pour faire la transition énergétique, ils ne voteront pas l'accord. Les pays développés doivent se montrer à la hauteur de leurs engagements, en mobilisant 100 milliards de dollars par an jusqu'en 2020. Après 2020, il faut que cet appui financier augmente. Une COP21 marquée ce matin par un sommet réunissant le président Hollande et une douzaine de chefs d'État africains. Il y a une dette écologique que le monde, et en particulier le monde développé, doit régler à l'égard du continent africain. Et le chef de l'État a annoncé tout à l'heure que la France allait consacrer 2 milliards d'euros au développement des énergies renouvelables en Afrique, et ce d'ici 2020. Alors, est-ce qu'il va falloir payer pour tous les pays qui ne se sont pas développés aussi vite que nous? D'abord, mettons-nous une seconde à la place d'un jeune Sénégalais qui vit à Dakar, qui voit la mer monter. Moi, j'y étais quand j'étais au gouvernement. Dans la baie de Dakar, vous avez l'océan qui monte et les villages qui sont mangés par la montée de l'océan. Et il dit, là, c'était le stade de foot, là, c'était l'école, là, c'était ma maison, et il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'il vient, ce jeune Sénégalais? D'abord, il va ailleurs, au Sénégal, puis peut-être ailleurs en Afrique, puis peut-être, à la fin, il meurt au fond de la Méditerranée. Et donc, l'enjeu énergétique, l'enjeu climatique, c'est d'abord un enjeu de civilisation. Et il ne faut jamais perdre de vue. Ce n'est pas que des calculs macroéconomiques et des courbes de rentabilité, etc. C'est un enjeu de civilisation. Et donc, apporter l'énergie, transformer cette pauvreté extrême en quelque chose qui soit vivable, c'est un enjeu de civilisation. Surtout qu'en 2050, ils seront 2 milliards, dont 1 milliard de moins de 20 ans. La question. Et donc, voilà, on ne peut pas dire on ne va pas payer. Et puis en même temps, on va les laisser là et jamais ils viendront chez nous, jamais. Évidemment, ils viendront. Et ils auront raison parce qu'à leur place, je ferai exactement la même chose. Exactement la même chose. Et donc, soit on est à la hauteur de ce défi, soit on ferme les yeux et à la fin, on sait que c'est vraiment pas un avenir qu'on a envie de vivre ensemble. Donc oui, il va falloir payer un peu. Pourquoi un peu? Parce qu'en fond, ça coûte très peu cher. On parle des 100 milliards dans le reportage, de manière tout à fait justifiée. Est-ce que vous connaissez ce chiffre? La totalité des investissements annuels dans les infrastructures dans le monde, c'est 5 000 milliards de dollars. Donc ça veut dire qu'en fait, on parle d'une petit bout d'argent. Deuxièmement, aujourd'hui, quand on regarde les subventions, donc notre argent, l'argent public, l'argent des impôts, l'argent du contribuable, qui va vers les énergies fossiles, est beaucoup plus élevé, c'est le FMI qui le dit, beaucoup plus élevé que les mêmes subventions qui vont vers les énergies renouvelables. Et donc, on prendrait un peu de cet argent qui va subventionner les énergies fossiles qui sont à l'origine du problème. Donc pour les transférer vers la transition énergétique au Sud, ça ne veut pas dire dépenser plus, ça veut dire dépenser mieux. De la même manière que l'idée, c'est de réinventer nos modèles économiques, pas pour produire moins que ça, mais pour produire mieux. C'est une révolution de l'intelligence. On est plus con qu'avant? Non, on est beaucoup plus intelligent. Pourquoi on n'y arriverait pas? Francis Dusseux? Non.
J'adhère complètement et je crois qu'on adhère tous. Ça m'inquiète. Ceci dit, la vraie question, c'est est-ce qu'il faut dépenser tout cet argent du renouvelable? Parce que monsieur dit que c'est de moins en moins cher. Je reconnais sur le solaire peut-être. Par contre, les éoliennes offshore, je ne crois pas du tout. D'abord, c'est très cher en investissement. Ce sera très cher en maintenance. Est-ce qu'il ne faut pas mettre tout cet argent dans la recherche? Moi, j'ai lu M. Tirole, prix Nobel d'économie. C'est sa proposition en disant « je ne suis pas sûr du résultat ». Mettons beaucoup plus le paquet dans la recherche pour changer les processus, pour améliorer l'efficacité, pour faire ces choses-là. Ce n'est pas ce qu'on fait en France. Et je me permets quand même de dire que les énergies renouvelables sont subventionnées en France. Cette année, 6 milliards. Dans 2 ans, 8. Dans 3 ans après, ce sera 15. Il faut le financer. Peut-être c'est un choix de société, c'est un choix politique, mais le problème, ça renchérit le coût de l'énergie en France. Et ce sera à peu près pareil en Europe. Est-ce qu'on peut se le permettre? Est-ce qu'on veut faire ça? Moi, je suis frappé par un sondage. Quand on demande aux Français, est-ce que vous êtes prêts à payer pour qu'on ait plus de renouvelables, pour protéger le climat? J'ai lu un sondage qui disait oui, 50 €, pas plus. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? Là, la décision des politiques, ça a été de dire cette taxe sur l'électricité, elle va passer comme une taxe sur les carburants et le fioul domestique. Ça va pénaliser le pouvoir d'achat des gens et surtout, plus grave à mon avis, ça va rendre nos entreprises moins compétitives. Et vous savez tous qu'on a perdu 10 points dans le PIB d'industrie. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut faire? Le problème principal, je crois, c'est qu'on ne peut pas dissocier compétitivité des entreprises et coût de l'énergie. Donc je suis désolé, c'est vrai que c'est des courbes, c'est des extrapolations, c'est des calculs. Là, vous n'êtes pas d'accord. Bassement matériels. Mais on est obligé de se poser cette question. Est-ce qu'on veut pénaliser le pouvoir d'achat des Français qui ont besoin de leur bagnole diesel pour aller bosser tous les jours en zone rurale? C'est pas évident la réponse. Alors justement, votre avis, Jean-Marc Jancovici? C'est compliqué d'avoir un avis parce que... Merci. Parce que ça fâche. Non, ça renvoie au thème de mon livre. C'est que dans tout ce que j'entends depuis 3/4 d'heure, il y a une assertion de départ pour raisonner, que ce soit dans les sujets que vous avez montrés, ou etc., ou dans les choses qui ont pu être dites ici moins, mais qui ne correspondent pas à la réalité ou qui correspondent à une manière de voir la réalité qui est un peu spécieuse. Donc à partir de là, c'est un peu compliqué d'avoir un avis. Je suis parfaitement d'accord avec ce qu'a dit Philippe Biwix. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, et sur une planète finie, malheureusement, la croissance perpétuelle, ça n'existe pas. Même la consommation perpétuellement constante de quelque chose, ça n'existe pas. Donc, à un moment, il va falloir gérer la sobriété, et il vaut mieux la désirer plutôt que la subir. Je suis une espèce très bizarre qui énerve beaucoup de gens. Je suis un décroissantiste pro-nucléaire. Il n'y en avait pas beaucoup, mais voilà, j'en fais partie. Un croisement. Je ne dis pas la décroissance, il la faut parce qu'elle est désirable. Je dis on va la voir de toute façon. On l'a déjà en ce moment en Europe. Et si la consommation d'énergie baisse en Europe en ce moment, ce n'est pas parce qu'on l'a géré, c'est parce qu'on est en train de le subir. Et c'est ça qui est en train de mettre des gens au chômage. Donc tous les gens, ils ont 2 souhaits. Et c'est très légitime. Ils veulent un environnement sain, mais ça arrive en deuxième. Ils veulent un boulot. D'accord ? Parce que nous, là, on est en train de réfléchir entre CSP+, qui sommes bien payés. Mais enfin, ce n'est pas le cas de tous les gens qui sont en train de nous regarder. Il se trouve que le boulot, il arrive parce que quelque part, quelqu'un a de l'argent pour payer les gens. Et cet argent, le système économique qu'on a bâti depuis 2 siècles est ainsi fait, comme ça, qu'il est issu non pas du travail des gens, mais du travail des machines. Et plus les machines travaillent et transforment de choses, cher à Philippe Biwix, et plus on a d'argent. C'est comme ça que ça marche. Donc si on veut avoir moins de choses, de trucs, de machins et de bidules, parce que c'est ça l'horizon vers lequel il faut se diriger, et je suis d'accord aussi avec ce qu'a dit Geneviève, c'est un formidable défi, du reste les Français devraient se jeter dessus au lieu de geindre, la contrepartie économique inexorable, je dis bien inexorable, c'est que ça s'apparente à une forme de récession structurelle. Je dis bien ça s'apparente donc à une augmentation du chômage. Non, pas du tout. C'est totalement ça faux. s'apparente à une diminution des revenus réels des gens, c'est-à-dire qu'avec 1 heure de travail, vous pourrez vous payer de moins en moins de frigo, de voitures et de chemises. Mais peut-être qu'on en C'est aura pas plus nécessairement besoin. un drame. C'est pas ça. Je le redis, on est bien payé et on a la sécurité de l'emploi tous autour de ce plateau. Je le redis, c'est pas la préoccupation. Enfin, tout le monde n'a pas cette chance. Et je le redis aussi, gérer une société dans laquelle les revenus diminuent au lieu d'augmenter, c'est un exercice inédit dans l'histoire humaine, ou en tout cas dans les 2 derniers siècles. On ne sait pas faire ça. Ça fait 8 générations qu'on fait l'inverse. On n'a pas les réflexes, on n'a pas les outils, on n'a pas les habitudes, on n'a pas le schéma mental, on n'a rien de tout ça.
Donc c'est très désorientant. Comment on va faire? Donc il vaut mieux faire la danse de la pluie en espérant que la croissance va revenir. Hollande, il a fait cet exercice et Sarkozy avant lui, ça ne marche pas bien. Donc il vaudrait mieux s'attaquer à ce que va vraiment être l'avenir du monde. Mais ça demande d'avoir un débat un peu pragmatique, pas idéologique. Et ça demande encore une fois de ne pas nier une réalité économique qui est que si vous avez moins de trucs et de machins, la contrepartie des trucs et des machins, elle baissera économiquement. Alors, réaction rapide, Philippe Biwix, sur l'emploi. Effectivement, la croissance, c'est l'emploi. La croissance, c'est l'emploi, c'est ce qu'on nous enseigne en permanence. Donc, effectivement, déjà, on peut se dire que la croissance ne reviendra pas dans nos pays. Je pense que d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les entreprises vont chercher cette croissance dans les pays émergents. Ça, ce n'est pas une surprise, même si on fait semblant de ne pas encore se le dire. Et donc, alors d'ailleurs, elle ne reviendra pas, mais ce n'est pas souhaitable. Ce n'est pas souhaitable parce qu'on ne sait pas décorréler la consommation d'énergie, l'émission de gaz à effet de serre, etc. On sait faire les économistes appellent un découplage relatif, mais on ne sait pas faire un découplage absolu, c'est-à-dire ça monte comme ça, et puis la pollution... Donc s'il y a de la croissance économique, il y a augmentation de la consommation d'énergie, donc il y a... améliorer l'efficacité, mais on n'arrivera pas à décroître les gaz à effet de serre. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait? La croissance ne va pas revenir, et de toute façon, si elle revenait, ce n'est pas souhaitable. Alors on reste avec effectivement 5 millions de personnes qui ne travaillent pas ou qui n'ont pas assez de travail, qui sont en temps partiel subi. Ou est-ce qu'on essaie d'inventer un autre système industriel, commercial, fiscal, etc., qui soit, alors pour ne pas se fâcher, on va dire post-croissance, pour ne pas faire trop peur, post-croissance, de plein emploi ou de pleine activité. De mon point de vue, c'est parfaitement atteignable. Je prends juste un exemple, l'agriculture. C'est la folie, l'agriculture. On a fait les usines à cochons d'un côté en Bretagne et on nous explique tout le temps, Deutsche Bank doit nous expliquer qu'il faut les faire plus gros parce que sinon, il faut mettre toujours plus de cochons et de vaches, sinon ça ne marche pas. Et de l'autre côté, la Beauce. Un truc délirant. Il faut revenir à de la polyculture avec des plus petites exploitations, plus intensives en main-d'œuvre. Et on peut créer 1 million d'emplois dans l'agriculture. Il faudrait d'ailleurs. Et si on regarde en Afrique, il faut absolument. Et à commencer par chez nous. Si on regarde, il y a encore 3 millions d'agriculteurs en Italie, par exemple. On peut faire, pas pour rien qu'il y a pas mal de produits bio qui arrivent d'Italie, par exemple. On peut le faire. Simplement, à ce moment-là, on a un problème. C'est qu'on ne sait pas vendre notre poulet fermier localement, qui a été sympa et tout, contre le poulet trempé dans le chlore brésilien. On ne sait pas faire ça. Voilà. Et donc, c'est le problème, effectivement, à ce moment-là, de la mondialisation. En fait, le premier qui bouge, on pourrait faire une transition, on a tous les moyens. On peut démécaniser des choses au lieu d'avoir remplacé le personnel à la poste par des machines et des écrans, on a l'impression de ne plus faire la queue, parce que les plus anciens, vous vous rappelez, peut-être on faisait la queue à la poste. Maintenant, en fait, on fait toujours la queue, mais on a un écran plat et puis on timbre soi-même son truc. Bon, eh ben, on pourrait faire ça, mais si on fait ça et qu'on est les premiers, qu'on est tout seul, la chimie française qui intégrerait ses externalités carbone ou pollution, mais on va se faire casser les reins par la chimie au gaz de schiste américain, par la chimie au gaz gratuit du Qatar. Ça ne marchera pas. Donc à ce moment-là, il faut poser la question qui fâche, c'est-à-dire avec des relents fort nauséabonds, je sais bien, mais la question de comment on se protège si on décide d'y aller en transition sans attendre les 196. Parce qu'effectivement, en 196, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Rendez-vous à la COP. Donc on peut aller en transition, mais il faut se protéger. Il y a une question de la rente, là. Parce que, en fait, ce que vous dites, là, vous avez des propos parfaitement acceptables et compatibles, mais je pense que 10 ans auparavant, peut-être que vous aurez tenu des propos différents. Et ce qui m'intéresse dans cette conversation, c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on est arrivé à ce point d'inflexion qui fait que cette formidable civilisation fossile qui a généré tellement de croissance, qui a été d'ailleurs, elle a été à la fois aliénante et émancipatrice. C'est pour ça qu'on est dans cette ambiguïté, parce qu'elle a été aussi aliénante qu'émancipatrice, c'est-à-dire qu'on a eu droit à des progrès extraordinaires dans le domaine de la santé, monde technologique, mais aussi, bien sûr, dans un état de dépendance tel qu'aujourd'hui, d'ailleurs, avec des conséquences géopolitiques, on ne va pas en parler, qui nous reviennent en boomerang. Donc on a du mal à sortir de ce modèle-là. Mais aujourd'hui, peut-être que le moment est venu. Il y a maintenant, de la part, j'allais dire, de cette aristocratie fossile, il y a peut-être maintenant plus à perdre, à maintenir la rente, qu'à dire, OK, on lâche et on y va. Et d'ailleurs, votre discours s'infléchit dans le gaz, qui est bien sûr la plus acceptable. C'est une énergie bas carbone, elle est carbonée, il faut quand même le rappeler, mais c'est une énergie bas carbone. Et quand vous parlez de sortir complètement, d'aller jusqu'au bout de la logique, peut-être de faire un rétropédalage, de dire oui, on peut retourner à un modèle d'agriculture familiale, beaucoup plus intensive, on peut démécaniser. Eh bien, je n'ai pas dit démécaniser, parce que c'est la dernière chose que je démécaniserais, c'est bien l'agriculture. Alors je suis d'accord, on ne dit pas mais enfin sortir de cette technologie qui est un peu superfétatoire, on voit bien que, compte tenu de la projection que l'on a, c'est extrêmement difficile d'y aller. Et donc, il faudrait aujourd'hui qu'il y ait vraiment un passage très net
ceux qui ont tenu la rente pendant des années décident d'y aller et qu'on arrive à cette articulation du mieux plutôt que du plus, qu'on change tous de modèle économique. Et si possible, ça ne va pas se faire pour des raisons altruistes ni éthiques, j'y crois absolument pas. Mais ça pourra se faire que si on a les industriels, les banquiers, et la société civile d'ailleurs, qui a été la première à se mobiliser, qui décide dans un pas de temps qui est peut-être de 5 à 10 ans de faire le grand saut. Sinon, s'il y a des forces qui résistent, il y en a d'autres qui proposent des modèles alternatifs, et si le gouvernement, enfin les gouvernements restent complètement immobiles et tétanisés, on va perdre un temps pas possible parce qu'il y a quand même un changement climatique qui est en train de se faire, il ne faut pas oublier. Donc on ne va pas envoyer des fleurs pendant 6 mois en attendant que les gens changent d'avis et se décident à faire le saut. Sachant qu'il y a une dernière question que je vais vous poser, et vous aurez chacun 1 minute pour y répondre, c'est est-ce qu'il y aura assez d'énergie pour tout le monde? Parce qu'on l'a dit, on sera 9 milliards a priori en 2050, il y aura 2 milliards d'Africains, 3 milliards de Chinois et d'Indiens qui tous voudront consommer, utiliser autant d'énergie, alors peut-être pas que les Américains, mais que nous, probablement. Et est-ce qu'il y en aura assez pour tout le monde? Est-ce qu'on ne va pas se battre comme dans Mad Max? Mad Max, ça fait 30 ans qu'on va voir Mad Max au cinéma et que Mad Max nous montre un monde post-énergétique, un monde où il n'y a plus d'énergie. Oui, Alix, qui est celle qu'on a le moins entendue. C'est une longue journée dans les négociations. C'est la seule qui travaille. Non, vous travaillez tous, mais pour moi, cette question, elle ne se pose pas. Évidemment qu'il y aura assez d'énergie, à condition évidemment qu'on change la façon dont on pense aujourd'hui, c'est-à-dire de croire que tout le monde aura une voiture en 2050, que tout le monde aura peut-être un frigo, voire 2, parce qu'il y a toujours des restes pour l'hiver, etc. Enfin, c'est juste que la conception du monde qu'on a aujourd'hui, elle ne fonctionnera clairement pas en 2050. Et donc, il faut le dire. Voilà, il faut le dire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous, la façon dont vous concevez le monde, c'est de dire, tel qu'il est aujourd'hui, il faut le reproduire en 2050 et donc multiplier par le nombre de personnes qu'on sera. Ça ne marchera pas. Absolument. En revanche, la chose dont on n'a pas du tout parlé pendant tout ce débat, c'est le fait qu'aujourd'hui, on est déjà à quasiment 1 degré de réchauffement, que bientôt, on va être sur 3 degrés de réchauffement, parce que les États, la façon dont ils se sont engagés aujourd'hui, ça ne nous place pas du tout dans une trajectoire de réchauffement qui est acceptable. Et en plus, quand je dis acceptable, c'est politiquement acceptable. Parce qu'à partir de 1,5 degré, il y a des îles qui ne vont pas survivre. Et que même avec moins d'1 degré de réchauffement, on voit les impacts partout. Donc il y a aussi cette question-là avant tout, c'est-à-dire que pour rester dans le budget carbone qui nous est alloué, si on veut respecter nos objectifs de lutte contre le changement climatique, on doit laisser 80% des énergies fossiles dans le sol. Déjà, on est très très loin de le faire. Ensuite se pose la question des énergies de transition, mais à condition que ça reste des énergies de transition. Et le problème du lobby gazier aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas l'intention de le faire sur peut-être 10 ou 20 ans. C'est d'en faire l'énergie pour le long terme, le charbon propre. Enfin, tout ça, c'est en train de prendre toute la place, tout notre espace mental, au lieu de penser à justement qu'est-ce qui vient après, c'est-à-dire un mix d'énergie renouvelable et de sobriété énergétique et de juste réfléchir le monde différemment. Et aujourd'hui, ça se voit dans la négociation. On freine la transition, on met en place plein de fausses solutions, on nous parle de biocarburants. Enfin bon, bref. Tout ça, ça m'énerve, en fait, ça me frustre. Pourquoi tu me regardes? Non, tu es mon allié, Pascal. Alors, Pascal Canfin. Moi, je voudrais revenir sur la question de l'emploi et citer une étude récente de l'Organisation internationale du travail. Ce qui est intéressant avec l'Organisation internationale du travail, c'est que c'est à parité entre les syndicats et les employeurs. Et ils ont sorti, avant la COP, une étude qui montre que la transition énergétique mondiale qui respecte les 2 degrés, donc exactement ce dont on rêve tous et ce dont on a besoin, ça crée dans le monde plus de 60 millions d'emplois nets. C'est-à-dire que c'est vrai que ça en détruit dans le pétrole, c'est vrai que ça en détruit dans le charbon, mais ça en crée 60 millions de plus ailleurs. Donc il n'y a aucune raison d'opposer. Encore une fois, l'OIT, c'est les syndicats plus les employeurs. Et donc, à part le lobbying intense, vous avez travaillé pour une entreprise pendant 40 ans, Exxon, qui est en train d'être condamné par le procureur de New York pour avoir caché les informations dont il disposait sur le changement climatique en trompant les consommateurs et ses actionnaires. Donc, à part ce lobbying extrêmement intense, extrêmement riche et extrêmement puissant de quelques compagnies qui ont à perdre, nous avons, nous, intérêt à cette transition. Il y a en termes de qualité de vie, d'air qu'on respire et d'emplois à créer. La dernière phrase, c'est une citation de la patronne des syndicats mondiaux, c'est une Australienne, qui dit « Il n'y a pas d'emploi sur une planète morte ». Je crois que ça résume absolument tout notre débat. Francis Dufeu. Oui, je crois qu'on a une solution. On est tous d'accord. C'est mettre une taxe carbone, c'est-à-dire pénaliser ce qui pollue le plus. Ça, c'est à notre portée. Et je pense qu'on est tous en train... On me dit que la COP21 ne peut pas le faire. Mais le problème que j'ai, c'est que si l'Europe, par exemple, et la France a déjà démarré, on a une trajectoire carbone, et si l'Europe est la seule à avoir ça,
et que les Américains ne suivent pas. Je crois que M. Kerry a déjà déclaré qu'il n'y aurait pas d'engagement des États-Unis parce qu'il n'y aurait aucun engagement de la part du Congrès. Tout doit être approuvé par le Congrès. Si on n'a pas une convergence de vues entre Chine, États-Unis et Europe, on est quand même d'une guerre économique mondiale, qu'on le veuille ou pas. Je ne pense pas qu'on va revenir du tourisme vert en France. Il faut qu'on fasse tourner des usines. C'est une condition pour limiter le chômage. Il y a un vrai problème de compétitivité et c'est ça mon souci. Ceci dit, la solution, la modeste contribution du pétrole, c'est qu'on en a besoin, on en consommera de moins en moins, mettons une taxe carbone pour chasser le charbon et mettre du gaz. Et faisons un peu confiance aux ingénieurs, des nouvelles technologies. Et moi, je crois, l'exemple du crottin de cheval, je le cite souvent, la voiture est arrivée. Je pense qu'on est loin de savoir ce qui va devenir l'hydrogène, le stockage d'électricité, la capture, la technologie où on capturerait le CO2. Ben, les gens y travaillent. La destruction chimique du CO2, par exemple. Il y a des gens qui travaillent. C'est peut-être pas gratuit, mais si on mettait le paquet, au lieu de se précipiter à mettre des éoliennes offshore, si on mettait beaucoup plus d'argent dans la recherche, tous, les Américains, les Russes, les Chinois, nous, peut-être on accélérerait les processus de diversification. Alors c'est vrai qu'en 1900, on ne savait pas qu'on allait éliminer le crottin de cheval des rues de Paris. Alors, je vous propose de regarder ce que pourrait devenir Paris en 2050 grâce à Vincent Calbeau qui va venir nous rejoindre. Venez vous asseoir, vous allez vous écarter d'une place pour laisser entrer Vincent Calbeau qui est architecte, qui est belge, qui est jeune et qui est le théoricien de l'archibiotique. Vous nous expliquerez ce que c'est. Vous publiez Paris 2050, les cités fertiles face aux enjeux du 21e siècle. C'est la mairie de Paris qui vous a demandé de dessiner la capitale dans 35 ans. Et bien la voilà, la capitale dans 35 ans. On va commencer à la regarder avec une première image du centre de Paris qui va nous apparaître à un moment, certainement. La voilà. C'est vous qui l'avez dessinée, Vincent Calbeau. Alors expliquez-nous ce qu'on voit. Et alors c'est vert, c'est l'arrivée de la campagne à Paris. Mais pourquoi il y a toutes ces grandes tours ? Parce qu'a priori, les Parisiens n'aiment pas beaucoup les tours. Donc, selon nous, Paris 2050, c'est une ville qui aura utilisé comme énergie les neurones pour finalement réinventer notre modèle et assurer véritablement cette transition énergétique en construisant des tours qui sont basées sur le concept de solidarité énergétique. Le fait de dire qu'aujourd'hui, on est capable, à partir des recherches scientifiques actuelles, de construire des bâtiments qu'on appelle des BIPOS, c'est-à-dire des bâtiments à énergie positive, qui produisent plus d'énergie qu'ils en consomment, que cette énergie soit électrique, calorifique et même alimentaire dans le cas des fermes urbaines. On pourrait donc faire en sorte que ces bâtiments redistribuent en temps réel les énergies qu'ils produisent aux tissus haussmanniens existants, pour véritablement devenir sobre en carbone via les smart grids. Là, c'est la tour Montparnasse. Ici, c'est la tour Montparnasse, où finalement, on se dit, si on quitte l'étalement urbain à l'horizontale pour revenir à un étalement urbain à la verticale, on n'aura plus besoin de voitures. Si on n'a plus besoin de voitures, on consomme moins. Si on arrive à vivre là où on travaille, on consomme moins. Si on transforme la tour Montparnasse en une ferme verticale qui fait en sorte que tous les déchets organiques non comestibles des plantes soient directement réinjectés dans une centrale de biométhanisation, par exemple, le déchet devient une ressource naturelle recyclée et recyclable à l'infini. On aura moins besoin de se déplacer pour cause, puisqu'on habitera et on travaillera a priori dans la même tour, c'est ça que vous imaginez. Et puis surtout, on aura nos maraîchers, notre nourriture dans cette même tour également. Voilà, c'est exactement cela. C'est finalement l'innovation sociale basée sur des nouveaux comportements urbains où on vient se réapproprier l'air qu'on respire, on vient se réapproprier la nourriture biologique produite... là, c'est la rue de Rivoli qu'on voit là, exactement. Et donc la rue de Rivoli, où on propose de tripler la hauteur de logement le long de cet axe de 3 km pour finalement résoudre la crise chronique de manque de logement dans Paris et en même temps s'inscrire dans le plan climat-énergie de la ville de Paris qui vise effectivement de réduire de 75% les gaz à effet de serre d'ici 35 ans. Alors regardons par exemple là, la prochaine image, c'est pas très loin d'ici. D'ailleurs on voit le bâtiment de TF1, on aurait pu voir le bâtiment de France Télévisions. C'est le pont au-dessus de la Seine, entre le 15e et le 16e arrondissement. On voit également des bateaux-mouches qui commencent à ressembler à des jardins flottants. Là c'est la motricité de l'eau que vous utilisez. Donc le principe de la solidarité énergétique, c'est d'utiliser les énergies qui sont sur place. On sait depuis Einstein que tout mouvement... toute masse en mouvement produit de l'énergie. Ici, on pourrait donc transformer
le mouvement cinétique de la Seine en électricité grâce à des hydroliennes introduites dans les piles de ce Ponte Vecchio du futur et par notamment des nombrils qui viennent transpercer les tours dans l'axe des vents dominants pour intégrer des éoliennes multipales. Tous les Parisiens connaissent la petite ceinture. C'est la petite ceinture. Autrefois, il y avait un train qui faisait le tour de Paris. Aujourd'hui, ce sont soit des espaces verts, soit des endroits abandonnés. Mais voilà, on est dans la petite ceinture. Et qu'est-ce qu'on a au-dessus de soi ? Donc le long de la petite ceinture qu'on voudrait transformer en une forêt linéaire pour les énergies renouvelables et pour les espaces d'agriculture urbaine, on est venu intégrer des tours anti-smog, c'est-à-dire des tours qui viennent intégrer des nanotechnologies qui permettent finalement que tous les épidermes des bâtiments du futur vont réagir exactement comme la feuille d'un arbre, c'est-à-dire fixer le CO2 qui est dans l'air, donc venir dépolluer l'air urbain et en même temps venir produire de l'oxygène et de l'énergie pour ventiler les tunnels de la petite ceinture et les éclairer grâce à de l'électricité. Aujourd'hui, quand on est dans Paris, vous comparez ça à un îlot de chaleur urbain. C'est la pierre, évidemment. Là, on aurait moins chaud l'été, plus chaud l'hiver dans votre Paris à vous ? C'est effectivement le concept de la ville transpirante. On veut passer d'un Paris gris à un Paris vert, d'un Paris minéral à un Paris végétal, d'un Paris imperméable à un Paris perméable. Et là, c'est la porte de la Chapelle. On pourrait finalement bioclimatiser naturellement grâce à l'évapotranspiration des plantes, l'atmosphère de Paris. Ici, un prototype de ferme urbaine. Une ferme urbaine, qu'est-ce que c'est ? Ça a été développé par le professeur Dixon Despommiers à la Columbia University depuis 20 ans. C'est une tour qui vient étager des champs d'agriculture, des vergers communautaires et des potagers individuels dans la ville. Pour transformer... Donc moins de transport. Hein, moins de transport de marchandises, étant donné qu'on consomme ce qui est produit sur place. Plus besoin de bateaux, plus besoin de routes, plus besoin de camions, plus besoin d'avions pour transporter notre maïs transgénique. Une HLM de la Porte des Lilas encore, qu'on peut regarder tout de suite. Ah non, c'est pas ça. Ici, c'est toujours cette ferme urbaine. On a calculé que si on mettait des fermes urbaines de 150 mètres à chaque porte de Paris, on pourrait produire de l'alimentation biologique pour la moitié des Parisiens. Ouais. Image suivante, ça doit être la Porte des Lilas, la voilà. Porte des Lilas, on a en fait proposé de réhabiller les HBM, ces fameux habitats bon marché construits dans les années 1910-1920, qui sont de véritables passoires thermiques, c'était l'apparition du béton armé, par la construction de ruches alvéolaires avec des logements de toute petite surface, de 9 mètres carrés, qui sont construits comme une alvéole, qui est préfabriquée, standardisée en usine, qui pourrait accueillir des gens qui sont au RSA et accueillir des étudiants. Et ces alcôves peuvent venir s'imbriquer les unes dans les autres pour avoir finalement un système d'appartements collaboratifs qui peuvent s'étendre à 1, 2, 3, 4 pièces et qui produit toujours dans ce cas-ci l'énergie nécessaire pour que cet HBM soit sobre en carbone. Alors, dernière image de ce Paris 2050 vu par Vincent Calbeau, la gare du Nord. Tout le monde l'aura reconnu, et je vous laisserai la gare réagir. Du Nord, ou à l'inverse de la gare Montparnasse, on ne veut pas venir la recouvrir d'une dalle en béton pour la couper du ciel. Ici, par exemple, vous parliez de nouvelles technologies. On a travaillé avec les cellules de Grätzel qui sont développées par l'EPFL à Lausanne. C'est du verre qui met en place la technique de l'électrolyse, c'est-à-dire entre deux feuilles de verre, on vient mettre des pigments végétaux pour faire en sorte que ces tours fonctionnent comme des palétuviers inspirés des mangroves. Et en façade nord, sous la pluie, on pourrait produire 1,5 fois plus d'énergie qu'un panneau photovoltaïque d'aujourd'hui. Alors, ce qu'il y a de certain, c'est que ce Paris, il est plus bleu et il est plus vert que celui que nous habitons pour l'instant. Effectivement. Et il est donc plus intelligent. Ici, toujours pour la gare du Nord. La gare du Nord, c'est la 3e plus grande gare mondiale en termes de trafic. Et donc, ici, ce qu'on propose, c'est de transformer les pas des 750 000 visiteurs qui traversent chaque jour les 32 quais de la gare du Nord en électricité grâce à des dalles, comme ici, mais des dalles piézoélectriques qui transforment le mouvement de vos pas en énergie. Des réactions, Pascal Canfin ? Vous savez, il y a une entreprise, je ne vais pas la citer ici, qui vient d'inventer la route électrique. Vous dites, en marchant, on peut, si derrière on est connecté, on peut créer de l'électricité. Mais allons-y. Alors, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tous les choix architecturaux, après les goûts et les couleurs, d'accord. Mais ce qu'on voit, c'est que si on est capable de faire cette transformation intellectuelle en pensant l'objectif final qui est de dire zéro carbone émis, on relocalise l'alimentation, on reproduit sur place, bien, devant, on a un défi extraordinaire. Et tous nos ingénieurs, notre jeunesse, nos entrepreneurs, ils sont là pour ça. Sollicitons-les, mobilisons-les. Alors, ce qui est frappant avec vos travaux, puisque vous avez fait la conférence des TED, hein, on voit tout ça sur Internet, ces images font beaucoup rêver les jeunes générations. Alors, est-ce qu'elles font rêver nos invités ? Geneviève Ferron.
Moi, je suis assez fan parce que penser la ville durable, c'est quelque chose qui m'enthousiasme. Alors, je ne peux pas m'empêcher, en regardant certaines images, de me dire, est-ce que vous fournissez quand même le Prozac qui va avec biodégradable, bien sûr, le Prozac. Parce qu'il y a un côté quand même monde parfait qui est un petit peu oppressant. Mais sinon, alors ça, c'est tout. Hein, et je mets ça de côté. Ce serait dans l'hypothèse où il pourrait faire tout ça. Et je me pose juste une question qui est, d'abord, est-ce qu'on aura suffisamment d'énergie et de matériaux, mais ça, peut-être que Jean-Marc en parlera, pour arriver à cette utopie. À construire tout ça. À construire tout ça. Évidemment. Et puis surtout, je me dis, est-ce qu'on aura suffisamment de maturité, dire le gain de maturité qu'il faut pour nous, pauvres espèces. Alors, on sera transformé en agent énergétique, je veux dire qu'un peu comme les hamsters, on produira de l'électricité absolument partout. Donc, je suis très partagée parce que je trouve ça enthousiasmant, parce que ça nous sort du 19e siècle, parce qu'on vit dans un monde, l'architecture de Paris, c'est le 19e siècle, donc on est projeté comme ça dans le 22e siècle. Ça, parfaitement possible. Mais ça demande plus de solidarité, plus de coopération, plus de collaboratif. Et je ne sais pas comment vous faites, vous, mais déjà, si vous avez... vous regardez comment fonctionne une copropriété à Paris et vous verrez que... Alors, réponse de Vincent Calvo. Moi, je pense que la maturité, elle est là. C'est tout le but, justement, des conférences TEDx. Ouais. C'est, aujourd'hui, on n'arrête pas de dire, si dans les 2-3 ans à venir, on ne change pas le climat, notre système va dans le mur. Donc, ce n'est pas du 22e siècle, car ce type de projet, on les construit aujourd'hui à Taïwan, au Caire, en Chine. On en verra. Il y en a une qui est en train d'être construite par vous à Taïwan. Qui ont mon âge et qui ne vont pas attendre le 22e siècle pour construire ce type de bâtiment intelligent. Jean-Marc Jancovici, est-ce que c'est réalisable, d'après vous? Je pense que non, mais j'aime bien. Non, c'est sympa. Moi, j'adore le vert, donc je trouve ça vraiment très sympa. Moi, je rêve de mettre des arbres partout, des plantes partout, végétaliser les toitures, etc. Après, savoir si c'est réalisable, il faut faire un truc qui est monstrueusement enquiquinant, qui est de faire des calculs. Il a dû les faire. On les a fait. Attendez. Est-ce que vous avez fait les calculs sur l'énergie de fabrication des matériaux? Oui, donc en fait, on a travaillé avec le groupe d'ingénieurs CETEC basé à Paris. Je continue, si je peux continuer mes questions. Est-ce que vous avez fait des calculs sur la disponibilité en matériaux autour de Paris pour trouver les matériaux qui vont bien? Est-ce que vous avez fait les calculs pour que ce ne soit pas juste Paris qui en profite, mais aussi Lyon, Toulouse, etc. Et en fait, quand on fait ce genre de règle de 3, on se rend compte que très vite, on tombe sur des choses qui seront peut-être résolues un jour, mais qui aujourd'hui sont des problèmes qui ne sont pas si simples que ça à trouver. Et par ailleurs, nous les Français, on adore parler technique, donc on adore se mettre sur la gueule entre les gens qui aiment le nucléaire, les gens, etc. Or, l'essentiel des problèmes dans la transition sont des problèmes non techniques. C'est des problèmes culturels, le rapport à la limite est un problème culturel. Je veux dire, toute la civilisation humaine a été basée sur la transgression de la limite. On adore les gens qui sont allés se balader sur la Lune et qui sont montés sur l'Everest. Si ça, c'est pas de la transgression de la limite, je ne sais pas ce que c'est. Donc on adore transgresser la limite et là, on dit, face aux défis écologiques, il va falloir qu'on soit sage et qu'on accepte des limites. C'est compliqué. Et c'est beaucoup plus compliqué que de faire de la technique. On va avoir besoin de changer l'économie, je le disais tout à l'heure. Évidemment qu'on peut donner un job à tout le monde. Aucun problème. Le problème, c'est de les payer autant qu'aujourd'hui. Ça, on ne saura pas faire. Donc, mais on devrait le faire. Mais sauf que pas en les payant comme aujourd'hui, parce que ça ne boucle pas les règles de 3. Donc, et ça, ce n'est pas un problème technique non plus. Donc, la vraie révolution à faire dans cette histoire, à mon avis, elle est moins technique, parce que je suis assez confiant sur le fait que techniquement, quand on se triture un peu les neurones, on trouve des tas de machins qu'on n'aurait pas trouvé si on n'avait pas cherché. Je suis très optimiste de ce point de vue. C'est d'être sûr que, parce qu'on ne va pas avoir 3 fois une chance, d'accord? On n'a pas 2 extra balles. On tire une fois et puis il faut que ça tombe juste du premier coup. C'est de ne pas se tromper sur le potentiel de ce qu'on va faire, compte tenu de la vitesse à laquelle ça peut se déployer, des barrières culturelles qu'il faut franchir, du fait qu'on est en train de parler d'un problème mondial et que tout le monde n'a pas la culture française, qu'un Indien, c'est pas un Français, que déjà il y a 25 sortes d'Indiens, etc. Donc c'est ça le vrai sujet. Et là-dessus, je trouve qu'en France, on est très sous-investi. C'est-à-dire qu'on pense beaucoup de technique et on ne pense pas du tout modèle économique, culturel, etc. et de manière un peu pragmatique à l'anglaise. Alors, réponse de Vincent Calvo, et puis on va regarder aussi vos autres projets pour New York, pour Haïti. Mais répondez. Donc, effectivement, derrière les belles images du projet de Paris, il y a le groupe CETEC Bâtiment qui ont calculé le différentiel entre ce que ces tours produisaient comme énergie
et ce que ces tours, en quoi les habitants, enfin quelle quantité d'énergie les habitants consommaient. Et donc, ils ont prouvé qu'à minima, ces tours étaient autosuffisantes en énergie. Je connais très bien ce genre de calcul parce que j'en suis partiellement à l'origine. Les matériaux sont pas dedans. 250%. Les matériaux sont pas dedans. Et j'achève ma démonstration, s'il vous plaît aussi. Aujourd'hui, avec les certifications LEED, BOEM, THQE, on est obligé d'étudier ce qu'on appelle le carbone intrinsèque, c'est-à-dire par exemple tout le carbone qui est rejeté durant la construction des matières premières. Et donc tout cela, nous, la nouvelle génération, on a appris à calculer tout ça. Et on le fait dans les bâtiments qui sont en chantier aujourd'hui. Et je voudrais qu'on voit la tour qui est en train d'être construite à Taïwan. Je peux dire un mot sur ce projet à Haïti. On parlait d'un nouveau modèle économique. Effectivement, aujourd'hui, à Haïti, on développe un projet de village antisismique qui offre des jardins nourriciers à chaque habitant. Et ce type de projet, il peut être aussi nourri par un système de crowdfunding où, quand on a un grand tremblement de terre, comme par exemple au Népal, au lieu de donner votre argent n'importe où par SMS ou sur Facebook, vous pouvez sponsoriser des projets. Et donc, nous, les consommateurs de la ville, on peut aussi devenir acteurs et fédérer des projets à l'étranger. Donc là, je ne me souviens plus, mais avançons. La tour à Taïwan qu'on voit ici depuis un balcon, c'est une tour exactement comme on l'a dessinée à Paris, qui est en chantier depuis 4 ans, qui sera livrée à la fin de l'année prochaine. C'est une tour qui est certifiée LEED Gold Plus, l'une des plus hautes certifications environnementales américaines, qui économise l'émission de 150 tonnes de CO2 par an et qui sera recouverte de plus de 25 000 arbres et arbustes qui vient finalement rapatrier. On va la voir de l'extérieur, ce serait peut-être mieux. Voilà. Oh mon Dieu. Et donc c'est une tour torsadée qui vient également intégrer des règles de bon sens, comme par exemple le fait de venir assurer une ventilation et un éclairage naturel dans toutes les cages d'escalier, les cages d'ascenseur et dans tous les étages de parking. Francis Dusseux, un mot ? Oui. Moi, je suis comme monsieur, j'aime beaucoup le vert, c'est très séduisant, mais je suis pragmatique, donc je me pose 2 questions. J'ai pas envie de vivre dans 9 mètres carrés. Puis deuxièmement, c'est comme la transition énergétique dans ce pays, la loi qui vient de passer. Combien ça coûte et comment je le finance ? Parce que ça doit coûter très cher. Philippe Biwix. Alors si j'étais gentil, je dirais que je trouve ça vraiment très joli moi aussi. Et si on aime rêver, il y a aussi Star Wars 7, je crois, qui a dû sortir ou qui va sortir dans pas longtemps. Et si j'étais méchant, je suis ingénieur aussi, donc je dirais qu'il y a pire qu'un ingénieur qui rêve, c'est un architecte qui rêve. C'est effrayant. C'est absolument effrayant parce qu'en fait, la consommation de matériaux, il n'y a pas le cuivre, le titane pour les feuilles de palétuvier aux nanotechnologies et tout ce qu'on veut pour faire tout ça. Peut-être à l'échelle parisienne, on vit dans le reste de la planète, mais sûrement pas pour faire ça partout, avec une humanité complètement ultra urbanisée. Parce qu'en fait, derrière, tout ça, ça consommerait. C'est déjà le cas aujourd'hui dans Paris avec les 2 millions de personnes. On a l'impression qu'on n'occupe pas beaucoup de place, mais en fait, si, parce qu'il y a partout des dépôts, des centres logistiques, des trucs tout autour. On consomme de la terre. On artificialise aujourd'hui l'équivalent d'un département français tous les 7 ans. En France, c'est le rythme dans lequel on transforme les meilleures terres agricoles en trucs bitumés. Voilà. Donc ce truc-là, c'est pas possible, ça ne peut pas fonctionner sur les flux logistiques, même si on habite dans son container et qu'on y vit aussi. Voilà. Alors, dernier mot, Vincent Calvo. Je pense que justement, les flux logistiques, on a tendance à les baisser. Aujourd'hui, les ingénieurs aussi, ils développent des nouveaux matériaux, qui sont soit des matériaux composites, soit des matériaux construits à partir de déchets. Nous, actuellement, on développe par exemple un projet sur les océans qui viendrait recycler les déchets du 7e continent en algoplaste, donc c'est-à-dire un plastique recyclé qui se mélange à des algues. Mais pas pour venir également trouver. Pas pour faire cette quantité-là. Mais si, aujourd'hui, c'est possible de trouver justement ces circularités dont vous parliez pour faire en sorte de trouver un système solidaire. Comme on a toujours trouvé dans le passé, D'ailleurs, pourquoi on a répondu à la pénurie, c'est pour ça qu'on est passé du renouvelable au non renouvelable. On a toujours trouvé dans le passé, et donc on trouvera toujours dans le futur. Théorème de la sauf que nous sommes en train de le réaliser. Dernier mot, Alix Mazouni. Je trouve ça très beau que plein de gens rêvent et je pense que c'est important que notre génération et celle qui vient commence vraiment à devenir créative parce qu'on va vraiment en avoir besoin. Après, il y a plein de choses qu'on peut faire dans les prochaines années sans attendre ces magnifiques bâtiments. Que ce soit arrêter de financer la pollution, que ce soit arrêter de construire des aéroports climaticides, des routes climaticides, plutôt que de développer les transports en commun, parce qu'il n'y a pas que la voiture dans la vie, il y a aussi tout un ensemble, un attirail de possibilités pour créer une mobilité différente, que ce soit d'investir dans les énergies renouvelables et surtout d'aider les pays les plus pauvres qui font déjà face aux impacts du changement climatique, quel que soit
les discussions qu'on puisse avoir ici. Donc tout ça va ensemble en fait, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas une solution miracle, il y a un attirail de choses qu'on peut mettre en place en commençant aujourd'hui, notamment à Paris, en France, chez Monsieur Hollande. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'en 2050, on reverra vraisemblablement cette émission et ils rigoleront bien. En attendant, je vous remercie d'y avoir participé. Une pensée pour Luc Bondy, metteur en scène de théâtre qui nous a quittés le week-end dernier. Et évidemment, il était venu dans Ce soir ou jamais, avec Claude Régis d'ailleurs. On retrouve Luc Bondy. Il y a une différence parce qu'il est écrit des pauses et est écrit des silences. Et les silences, je trouve fantastique. Les pauses, c'est très relatif parce que la pause, c'est une respiration où quelqu'un prend le temps de dire une chose. Le grand problème aujourd'hui au théâtre, c'est que souvent les acteurs font des pauses avant de dire quelque chose. Et ça, j'aime pas. Moi, je préfère que les pauses interviennent, mais j'aime pas que quelqu'un prépare dans la pause quelque chose. Quand on sent que quelqu'un joue quelque chose avant de jouer quelque chose, je suis impatient. Mais par contre, quand quelqu'un dit quelque chose, ou pendant qu'il dit quelque chose, on peut s'arrêter de parler pendant qu'on dit quelque chose, et il y a une pause qui intervient. Ça, c'est possible. Mais avant de dire quelque chose, de faire des pauses ou d'écouter l'autre et de jouer l'écoute. Moi, je ne veux pas qu'on joue l'écoute. On n'écoute pas, ou on est totalement monomane, ou bien on communique. Mais on ne peut pas faire semblant par la pause de faire quelque chose. Voilà, c'était Luc Bondy dans Ce soir ou jamais. Je vous remercie tous les 7 d'avoir participé à cette émission. Et on se quitte évidemment en musique avec Dominique A qui va nous interpréter, qui sera bientôt en concert au Théâtre du Châtelet et qui va nous interpréter Centrale Otago, un extrait de son dernier disque. Dominique A qui a l'air d'avoir un petit problème. Il n'y a pas de problème, Dominique?